expliquer un petit peu les pictogrammes et puis comment ça va se dérouler. Juste pour préciser, nous on a appelé ce scénario le scénario catastrophe, mais il est surtout critiquable. Donc le but c'est de voir ensemble pourquoi il est critiquable comme point de départ. Ce qu'on vous propose, c'est que nous, on va l'illustrer pendant qu'Oriane le lit. Comme ça vous montre un petit peu comment est-ce qu'on peut s'approprier ces petits jeux de pictogrammes et de cartes qu'on a préparés à l'avance. Et comment est-ce qu'on peut s'en servir en fait pour mettre en scène un scénario qui plus tard sera le scénario idéal. Voilà. C'est parti. Donc, on part de l'idée qu'il y a le syndicat Paris Métropole. On aurait pu l'appeler d'un autre nom, le syndicat, par exemple, Grand Paris sans frontières. Et l'idée, en fait, c'est le syndicat Paris Métropole veut créer justement un Grand Paris sans frontières. Et il met en place et subventionne une série d'associations locales qui sont implantées dans différentes communes de la banlieue parisienne. Ouais. D'accord. Donc, la mission de ces associations, qu'on va appeler VSF, pour Ville sans frontières, c'est donc de mobiliser les citoyens à l'échelle métropolitaine et de créer des ponts, des passerelles entre les habitants des quartiers et des villes voisines. Dans cette perspective, donc, notre syndicat a déjà conçu tout un programme d'événements pour mobiliser autour de thèmes en fait, qu'il considère comme fondamentaux pour s'approprier en fait, l'identité métropolitaine et qui sont les mémoires et le lien social. Pour créer un effet de buzz et agir à une échelle qui soit la plus large possible, le syndicat décide de répartir la réalisation de ces événements aux différentes associations qu'il a créées. Donc on va en prendre 3 exemples, puisqu'en fait il a démultiplié les associations, donc 3 ça va suffire. Il y a Ville sans frontières Val-de-Marne qui se voit en charge de construire un blog citoyen sur l'ensemble du projet. Et pour faire vivre ce blog, en fait, ce sont des employés de bibliothèques municipales qui sont chargés d'écrire des articles, en particulier sur la vie culturelle de leur ville. Par contre, faute de communication, les habitants ne sont pas vraiment appropriés cet espace pour aborder les thématiques qui leur tenaient à cœur. En plus, on note qu'il n'y a pas eu vraiment de dispositif de modération ni d'animation qui a été mis en place. Et du coup, les rares commentaires des habitants qui ont été postés étaient publiés, par exemple, avec 5 jours de retard ou 6 jours. Donc, c'est vraiment pas dans la réactivité. Le blog s'est efforcé de relayer l'information concernant les événements du réseau de Ville sans frontières, mais en fait, on constate qu'il n'a pas réussi à toucher le grand public. En parallèle, on a donc Ville sans frontières, Seine-Saint-Denis, qui cette fois est chargée d'organiser une exposition d'envergure intitulée Banlieue du monde, à partir de clichés de photographes internationaux. Via le site internet du syndicat et une communication presse, les habitants de Seine-Saint-Denis ont été invités à participer en fait à cette exposition en comparant par écrit leur vision de la banlieue avec les clichés proposés. En fait, le projet a été très mal accueilli par les citoyens. Il a été perçu comme quelque chose de profondément stigmatisant. Certains ont pu dire, oh là là, les banlieues, elles sont toutes mises dans le même sac. Et du coup, la participation des citoyens à l'expo a été quasi nulle. 3e initiative, donc pour faire écho à cette initiative artistique et lui donner en fait une perspective historique, le syndicat a demandé à Ville sans frontières Hauts-de-Seine d'organiser un cycle de conférences, débats, donc avec 3 chercheurs universitaires sur l'histoire de l'architecture des banlieues parisiennes. Le cycle s'est déroulé dans plusieurs amphis en Seine-Saint-Denis, a eu lieu en journée uniquement, sur un mode itinérant, et publicité en a été faite principalement auprès des étudiants et des conseils de quartier des villes voisines. Dans la forme, on a pu constater en fait que les chercheurs universitaires avaient passé les 3/4 de la conférence à exposer, et 1/4 seulement du temps a été dévolu au débat, qui a été animé de façon relativement classique. Aucune action de médiation ou d'accompagnement en amont ni en aval n'a été prévue, faute de temps et de moyens. Peut-être que ça vous parle, je ne sais pas. Est-ce que c'est Panache qui organise? Voilà, ça doit être ça. Ou la compagnie Cardi, qui visiblement aussi. Dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr qu'on serait efficace. Donc la question qu'on se pose, puisque le scénario de catastrophe, on aurait pu le décliner encore pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été apportées d'ailleurs, je pense que là les exemples sont quand même assez parlants. Donc pour éviter que ce type de scénario se produise, c'est-à-dire où finalement il y avait
des bonnes volontés de départ, il y avait aussi des enjeux derrière, et finalement peu de monde a été touché, peu de monde a participé. Donc comment on peut nous inspirer en fait à la fois de cette histoire, mais repartir en fait de nos pratiques, plutôt de vos pratiques au quotidien, justement pour imaginer un moyen de faire participer le plus grand nombre de citoyens à ce type de démarche. Donc en dépassant l'éternelle et trop classique réunion publique, ou encore le bloc participatif où il n'y a pas de participation, ou l'exposition fourre-tout, sur quels outils et processus participatifs peut-on miser pour impliquer les citoyens dans leur quotidien et à grande échelle. Donc nous vous invitons à participer donc, à notre atelier et à nous d'utiliser les cartes et le plateau de jeu pour construire un scénario positif et créatif. Et on a 1 heure et il nous reste à peu près 1 minute 54 pour poser des questions si vous en avez.